l'enfant entre dans le cercle de foin. Son épée portée en ceinture attend contre sa jambe. Ses doigts frémissent au contact de la chair bientôt touchée. Eh bien, la dernière fois que je suis venue ici, j'étais à un moment où je finissais de mettre en place les éléments du récit. Je savais instinctivement très vite que j'avais pas envie que ce soit une histoire linéaire. Je me disais que j'avais envie que le public, non pas on lui raconte cette histoire, mais que le public rentre dans l'histoire un peu de façon cinématographique en fait. Donc j'avais plutôt envie de poser des éléments vidéo, plastique, jeux, qui viennent frotter et donc plutôt ouvrir le livre dans lequel on va rentrer. Je me demande, qui a bien pu marcher ici avant nous? Donc voilà, ça a été l'étape ici. Et puis après, les grandes étapes, c'est que j'ai déjà constitué une équipe autour de moi, de constructeurs, sonorisateurs, comédiens. Et donc en fait, il y a eu toute l'année dernière, ça a été des grandes phases de se dire, bon bah tiens, ok, il y a 2 ou 3 comédiens. Pourquoi 2, pourquoi 3? On les met ensemble dans l'espace. Et à partir de ce qui a été créé, on essaye dans les corps. Sans se dire que ça va être le résultat final, mais pour voir juste comment est-ce que le corps, quel type de jeu on cherchait. Et puis maintenant qu'on a tout ça, on resserre. C'est l'histoire d'un enfant qui s'en va. Il n'a pas été kidnappé, il n'est pas mort, mais il a disparu, et il a disparu de son plein gré. Et donc, vu que c'est l'histoire d'un enfant, pour moi, c'était déjà une contrainte de départ, c'est de se dire que tout est bricolé. Et tout est fait avec des éléments qu'on aurait pu trouver quand on était enfant. On montre tout, tout est à vue. Et en revanche, tout s'anime et tous ces mécanismes se mettent en place avec une certaine... ouais, il y a un côté brut et naïf de l'enfance. Le public part à la recherche de cet enfant et en partant à la recherche de cet enfant, le public ne rencontre pas l'enfant, mais plutôt des personnes qui ont rencontré l'enfant. Et tous ces personnages sont animés, et donc ils sont joués par des comédiens. Et pour moi, c'était important qu'on n'ait pas nos visages d'adultes, en fait. Que le public rencontre des allégories, des métaphores. Je travaillais sur un personnage qui s'appelle la récitante. Et la récitante, c'est tout un travail autour de notre virtualité. Et donc de cet objet, par exemple, téléphonique, dans lequel on va se raconter, on se regarde, on se donne le selfie. Et donc très rapidement, je me suis dit, bah, c'est intéressant parce que sur tous les modules, en plus, je travaille sur des symboles qui sont liés à mes origines, notamment marocaines. Et donc la main et l'œil, rapidement, j'en suis arrivée au mauvais œil et à la main berbère. Et donc il y a une installation avec une grande main qui fait 6 mètres. Et le personnage qui est là a un masque. Et donc ça s'anime comme ça, par exemple. Et pour cela, je vais convoquer à la table l'homme qui a les racines qui traînent, la femme et le pigeon, la récitante. Pour que le public en fait rencontre chacun de ces personnages, nous ce qu'on a imaginé c'est un dispositif en 3 temps. Donc le premier temps c'est une cabane en centre-ville. Donc cette cabane de l'enfant qui apparaît dans un lieu passant et une cabane qui est un peu hantée, qui donne en fait, qui campe le premier temps du récit. Et à ce moment-là, le public peut croiser la cabane, mais il peut aussi venir à la cabane et il rencontre quelqu'un, moi en l'occurrence. J'explique au public en fait que l'histoire de cet enfant qui est parti et je lui propose de venir faire une sorte de battue, de venir chercher, de partir à la recherche de cet enfant dans un deuxième temps et un deuxième lieu de la ville. Donc déjà ça le perd un peu au niveau du récit. Pour moi c'est un spectacle pour 250 personnes qui sont chacune toute seule dans un grand espace en déambulation de nuit. Cet espace est une zone industrielle et à l'entrée il y a 2 sas, donc une porte A et une porte B. Donc mettons tu as rendez-vous à la porte B et là tu as 3 kits à disposition. Ce que moi j'appelle des kits de navigation. Dans ces kits, tu as 3 possibles. Soit la possibilité d'avoir le plan de la zone où tu pourras déambuler pour chercher l'enfant, un talkie-walkie et 2 lettres scellées avec des missions. Le deuxième kit de désorientation, c'est pour des personnes qui ont envie de naviguer et de résoudre une énigme. Dans ce kit-là, il y a toute une codification au sol en lien avec les bouches d'égout. Tu sais, ces marquages de gaz et tout ça. Donc là, il y a un code, il y a des codes à résoudre au sol et ça te permet de te repérer. Et le troisième kit, c'est un kit qu'on appelle point de vue. Donc sur ce kit-là, en fait, on insère, on met des jumelles à l'intérieur. Et grâce à un système de codification, tu regardes dans l'espace, il y a des lettres qui te donnent le trajet, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de ne pas donner de sens de lecture. C'est-à-dire que les gens savent une chose, c'est que l'enfant est par là et qu'il y a des traces de son passage. Donc tu peux tomber sur un îlot et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait qu'il y a 5 îlots
mais que personne ne va le faire dans le même sens. Au bout de 50 minutes ou 1 heure, tous les îlots s'éteignent et on réunit le public en une foule pour le dernier acte. Je suis attachée. Ces liens sont ceux que je me suis choisis. La méthode de ce projet-là, de cette histoire-là, c'est de me perdre. Et je pars en étant convaincue que mes héros existent. Et donc je vais aller à la rencontre de mes héros. Dans le processus d'écriture, il y a eu une première phase où je les ai écoutés, à chaque fois en les mettant en situation de faire quelque chose. Par exemple, chez les personnes exilées ou demandeurs d'asile, je les ai mis en contact avec des agriculteurs. Donc en fait, ils se racontaient les uns aux autres. Et moi, j'étais dehors. Et c'était ça qui était intéressant, c'est que les gens ne se racontaient pas à moi. Ils se racontaient entre eux. Il y avait un vrai enjeu de récit. Donc ça, c'était assez précieux. Et il y a eu un deuxième temps de travail qui a été le temps de qu'est-ce que ça me fait à moi. En fait, je ne me suis pas épargnée. Parce que, évidemment, si j'ai envie d'écrire une histoire autour de ça, c'est qu'il y a un truc que moi j'ai à dire, en fait. Entre. Le son de mon écho souffle à tes oreilles. Je suis le premier de tes fantômes. Après, qu'est-ce que moi j'ai à raconter de ça ? Je pense que je ne me le suis pas permis pendant 2 ans d'écriture et que là, grâce à l'équipe, c'est eux qui m'encouragent en disant « Mais non, en fait, tu vois, ce rapport-là esthétique, aux matières, au symbolisme, au vocabulaire. » Du coup, je réinsère de l'arabe dans mon spectacle. C'est peut-être un mystère pour celui qui l'entend, mais en revanche, ça n'en est pas un pour moi. Ça a du sens pour moi, et même si c'est un sens qui est mystérieux, il est peut-être un peu magique. En fait, c'est marrant, parce que je me suis perdue pour écrire ça et je suis en train de me trouver. Là, pendant tout le temps où on a été là, on a travaillé sur des maquettes à échelle, d'une part. Mais d'autre part, ce qu'on va présenter jeudi, on a travaillé aussi sur les navigations. Parce que perdre les gens, tout en leur donnant des indications, je t'assure que c'est une grosse prise de tête. Donc on a travaillé sur ces éléments-là et ce qu'on a besoin de présenter, c'est ça, surtout. Donc jeudi, on va essayer on met en place une signalétique, on donne des kits, on crée des équipes parce qu'on n'a pas encore les sous pour acheter pour tout le monde. Donc on va créer quelques équipes et donner des plans, des talkies, mettre des signalétiques entre les maquettes. Et ce qu'on va observer, c'est comment est-ce que les gens s'en emparent, est-ce qu'ils sont perdus, est-ce que les énigmes sont trop difficiles ou pas, qu'est-ce que ça crée chez eux. C'est ça qu'on va observer. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait un temps de retour avec le public, un échange pour savoir comment ils l'ont vécu. Est-ce qu'ils s'étaient perdus ou pas? Est-ce qu'ils ont réussi à se repérer? On est bon là, on est bon. Là où ça a influencé de partir avec In situ sur les différents temps, ça a fait plusieurs choses. Ça fait d'une part, il y a des questions culturelles qui se sont posées auxquelles j'ai pu répondre de façon pratique, et notamment sur la question de la disparition de l'enfant. Le fait que tu te permettes d'aborder comme base de récit quelque chose qui soit extrêmement anxiogène, ça a perturbé beaucoup les autres. Ça a été très riche parce que je me suis dit, tiens, alors comment est-ce que je raconte cette disparition et comment est-ce que je n'en fais pas un espèce de drame citadin urbain limite, quoi, tu vois. Du coup, on travaille sur tout un rapport au dessin d'enfants. Donc les affiches d'avis de recherche, c'est pas une photo, par exemple. C'est dessiné de la main d'un enfant. En fait, évidemment que quand tu vois ça, ça crée un doute, mais ça ne crée pas un doute que c'est l'histoire d'un enfant réel. D'autre part, j'ai rencontré une artiste là-bas. Elle s'appelle Donika et elle est kosovare. Et donc, il va y avoir un échange. Elle fait des installations sonores et j'ai vraiment trouvé son travail hyper intéressant et notamment un rapport à la cabane. Elle fait exister des récits sans mots, juste avec le son. Et donc moi, je trouvais ça hyper intéressant d'évoquer la disparition de cet enfant au niveau sonore. Donc on va travailler ensemble. Et pour finir, ça a influencé beaucoup la création dans le sens que je me suis dit, tiens, tout le deuxième acte, il n'y a aucun mot qui est dit à la bouche, tout est enregistré dans des dispositifs sonores objets. Et donc tout est potentiellement traductible dans une autre langue. Tout. Oui. Tout le spectacle pourrait jouer dans une autre langue ailleurs.